mais aussi sur la polémique du jour. Et écoutez, elle va nous être résumée et mise en image par Paul Larouturou. C'est l'instant Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Ruth. Alors vous nous faites découvrir, pour certains, ceux qui ne connaissaient pas, le fameux pronom neutre Yel et la polémique qui l'a entouré toute la journée. Je suis connecté dictionnaire.lerobert.com. Quand on tape IEL sur Larousse, ça donne rien, mais quand on tape depuis octobre IEL dans le Robert, ça donne définition rare, pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre, l'usage du pronom Yel dans la communication inclusive. Et l'écriture inclusive, c'est Anne-Claire Coudray qui en parle le mieux. L'enjeu est évidemment de changer les mentalités et certains proposent aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle l'écriture inclusive. C'est une industrie qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, habitantes, plus paysans, paysannes que bourgeois, bourgeoises. Stendhal serait-il d'accord avec cette nouvelle version? Cette écriture qui n'oublie aucun genre, c'est ce que l'on appelle l'écriture inclusive. Pas question pour l'Académie française. Ça fait partie de l'essence même de la langue que le masculin est le neutre. C'est pourquoi on dit le musée de l'homme. C'était bien entendu le musée de l'homme et de la femme. Là, on est en 2017 et on en reparle aujourd'hui. Pourquoi? À cause de 7 lettres écrites par un député LREM qui s'appelle François Jolivet, donc envoyé hier à l'Assemblée nationale à la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Le député écrit « Cette orientation du petit Robert serait le stigmate de l'entrée dans notre langue de l'écriture dite inclusive, entre guillemets, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke, entre guillemets, destructrice des valeurs qui sont le nôtre. » Marie Chantrey a posé la question pour nous ce midi à l'Élysée. Bonjour, Marie Chantrey pour TF1 LCI. Je me fais le porte-voix de mon collègue Paul Larouturou pour l'instant Paul sur LCI. Une question sur ces pronoms IL, l'écriture inclusive. Est-ce que vous pensez, comme Jean-Michel Blanquer, que l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française et ne devrait pas rentrer dans le dictionnaire? Je crois qu'on a une position assez claire depuis le début de ce quinquennat s'agissant du gouvernement. Il a notamment été décidé très tôt, c'était une circulaire qui avait été prise à l'époque par le Premier ministre, de ne pas utiliser l'écriture inclusive dans l'ensemble des documents officiels, des documents administratifs. Vous connaissez la position du gouvernement. Pourquoi Marie Chantrey parle du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer? Eh bien, puisqu'il a tweeté son soutien à la lettre que je viens de vous montrer. Je soutiens évidemment la protestation du député Jolivet. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. J'ai pris ce tweet avec Lucas Prévost et on est allé en milieu d'après-midi au Sénat retrouver le ministre de l'Éducation. Bonjour Monsieur le ministre, pourquoi l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française? Alors parce que ça ne l'est pas en effet, oui. Après, on est en direct, c'est ça? Non, c'est pour ce soir. Ah d'accord. Attendez, là il y a les bruits du tambour, je vous le fais après. Je vais vous faire un truc propre. Merci, c'est sympa. On voit le professionnel. Pourquoi l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française comme vous l'avez tweeté hier? Quel est le problème avec le petit Robert? D'abord, la première chose à dire, c'est que la maîtrise de la langue, c'est le premier des sujets d'un pays. Notre langue est déjà d'ailleurs assez complexe sur le plan écrit, on n'a pas besoin de rajouter des complexités nouvelles. L'idée derrière l'écriture inclusive, lorsqu'il s'agit de féminiser les noms, pourquoi pas, mais au travers de notions d'écriture inclusive, on rajoute des choses comme le point médian, comme l'invention de nouveaux pronoms. Autant de choses, IEL. Oui, des choses qui surgissent de manière inopinée et qui ne se décrètent pas comme ça. Donc si vous voulez, quand un dictionnaire est un dictionnaire de référence, pour nos enfants y compris, on ne peut pas se permettre d'être dans une espèce d'inventivité qui n'a rien à voir avec ce qu'est la langue, tout simplement. Qu'on appelle le wokeisme, qui nous vient des États-Unis, c'est quand même très usité par une génération. Non, je ne pense pas que toute la journée tout le monde dise IEL. Ça, c'est pas ces sujets-là ne passent pas nécessairement par des modifications de la langue. Je dirais même plus, des sujets importants comme le féminisme, comme la lutte contre l'homophobie, ne doivent pas être dévoyés par des sujets de trituration de la langue. Bon, alors personne du Robert malheureusement n'a souhaité s'exprimer face à notre caméra. Il faudra donc se contenter de se communiquer. Depuis quelques mois, les documentalistes du Robert ont constaté un usage croissant du mot Yel. Et cette phrase très intéressante, le mot Yel a été discuté début octobre en comité de rédaction. Le Robert, au cours duquel il a été décidé de l'intégrer dans notre dictionnaire en ligne. C'est important, en ligne mais pas en papier. Il nous est apparu utile de préciser son sens pour celles et ceux qui le croisent, qui le souhaitent l'employer ou au contraire, le rejeter. On était donc au Sénat et après le départ du ministre de l'Éducation, on a parlé à des maires qui sont, vous savez, réunis pour l'Association des maires de France, qui visitent le Sénat, des maires souvent de petites communes, et eux, clairement, Yel, ils le rejettent. Sur ce pronom Yel qui vient de rentrer dans le petit Robert, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, vous qui êtes élus? Absolument rien. Ok, vous?
Pareil, rien du tout pour le moment. Si je vous dis écriture inclusive. Oula, ça me parle pas. Alors là, l'écriture inclusive, éclairez-moi. À mon âge, ça ne me parle pas. Maintenant, peut-être que ça parle davantage aux jeunes. Si je vous dis écriture inclusive. Mais nous ne sommes pas trop favorables à cette nouvelle manière de s'exprimer. Pourquoi? Je préférerais que vous coupiez que... Ah oui? Vous voulez pas en parler? Non. Ok. Sensible, trop compliqué? Merci. Je fais un sujet sur l'écriture inclusive. Je sais pas. Alors là, non, ça ne ressemble à rien du tout pour moi. Parce que on a une orthographe française depuis très longtemps et je ne vois pas ce que ça apporte de mettre des féminins un peu partout. Ça n'apporte rien à la condition de la femme, hein, je pense. Le problème, il n'est pas là. Hein. J'ai entendu, madame, vous venez dire c'est une blague. Et je suis enseignante en primaire. L'orthographe est assez complexe en France et dans la langue française et qu'on peut déjà se concentrer sur l'orthographe et la grammaire classique sans inclure davantage de difficultés. Vous le savez, dans l'Instant Paul, on adore les interviews croisées. Je vous présente Alice Coffin, qui est conseillère de Paris féministe. Et voici le député dont je vous ai lu la lettre tout à l'heure. C'est parti donc pour une petite interview croisée. Pourquoi c'est important que Yel rentre dans le petit Robert? Vous ouvrez un dictionnaire quand vous ne connaissez pas justement un mot. Et bien précisément, tous ces maires qui ne connaissent pas justement Yel, s'ils l'entendent, ils vont pouvoir ouvrir ce dictionnaire-là et ça va leur donner l'explication. Heureusement qu'il est dans le dictionnaire. J'ai été désappointé par cette initiative. Quand on est dans le comité de rédaction de la collection Robert, à mon avis, on est gardien de quelque chose de plus grand que soi. C'est la langue française. Je vois là un premier pas ou un stigmate de la culture woke qui s'exprime parfois dans la langue inclusive. C'est un député LREM et qui tient ce point de vue-là, qui est soutenu dans ce point de vue-là par un ministre LREM. Je suis très heureux que le ministre Jean-Michel Blanquer me soutienne. LREM égale LMPT, là, égale la manif pour tous. Mais vraiment, c'est exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, on pourrit le débat avec, comme eux le faisaient avec la théorie du genre, là, ils pourrissent avec leurs histoires de mots qui ne veulent rien dire, de wokisme. Écoutez, le petit Robert, la seule réponse que j'ai eue a été un acte de provocation qui me fait rire. Ils ont précisé qu'ils me feraient entrer sans doute le mot wokisme dans le dictionnaire. Et ça permettra à ceux qui font du Scrabble d'avoir plus de points en lettres compte triple. Quel est le problème sur le fond avec ce que vous appelez le wokisme? Le fait de dire que tout être ne doit pas être genré est un courant de pensée américain qui normalement doit être l'expression d'une liberté augmentée pour les gens qui se sentent pas genrés. C'est respectable. Eh bien, quand on regarde aux États-Unis ce qui se passe, on ne peut pas penser que l'avènement d'une liberté supplémentaire est intervenu avec l'écriture inclusive américaine. Des personnes qui se considèrent, on appelle ça comme non-binaires, c'est-à-dire qui ne se considèrent pas dans les catégories hommes ou femmes, et on dit Yel, et je vous assure, ça se passe super bien. Moi, il y a plein de gens dont je parle en disant Yel, et il n'y a pas de problème. Ben voilà, on va en parler avec Luc Ferry qui a pris beaucoup de notes pendant que votre sujet, Paul, parce qu'il a été très intéressé. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir éclairé sur ces notions, sur la polémique que ça a suscité. Alors, c'est au philosophe, c'est à l'ancien ministre de l'Éducation. Ça vous choque? Yel dans le Robert en ligne. Yel, donc, pour... Rien ne me choque. D'ailleurs, j'aime pas l'idée. Aujourd'hui, tout le monde est choqué, indigné. C'est pas ça. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait une licence de lettres parce que je pensais que j'aurais jamais la grecque de philo. C'était trop difficile. Je venais de la campagne. Et puis, j'ai fait un certificat de lettres sur les dictionnaires. Et ce que le professeur nous a appris, c'est que le Robert et le Larousse étaient en bisbille depuis toujours. Parce que le Robert a pas comme philosophie, si je puis dire, de consacrer l'usage. Alors que le Larousse a pour philosophie, si je puis dire, de maintenir la tradition. En gros, le Robert est de gauche et le Larousse est de droite, si on veut dire les choses de manière un peu bête. Pourquoi je suis évidemment très hostile à cette écriture inclusive? J'y suis très hostile pour deux raisons qui sont à mes yeux des raisons fondamentales. La première, c'est que le but de l'opération, ce qui est derrière, c'est pour ça que la philosophie est intéressante, derrière il y a toute une philosophie qui vient en effet des États-Unis, qui est le wokisme ou qui est la théorie critique de la race. Je rappelle le wokisme, tout le monde ça veut dire éveillé. Ça veut dire être éveillé voilà. sur les discriminations
sur la société l'intersectionnalité et sur les différentes situations des uns et des autres. Ça veut dire, c'est à l'origine, c'est cela. Hein, c'est-à-dire que ça recoupe à la fois, donc c'est toutes les discriminations qui sont regroupées, si je puis dire, sous ce concept de wokisme qui vient de l'anglais woke, qui veut dire éveillé, simplement. Exactement. Donc soyez éveillés. Et donc ça regroupe à la fois la question du racisme, la question du féminisme, la question des décoloniaux, la question de l'écologie, et notamment de l'écoféminisme. Donc ça regroupe au fond la queue de comète. Et puis derrière, il y a la théorie critique de la race. Un jour peut-être on en parlera si on a plus de temps. Et donc c'est en effet la queue de comète du politiquement correct. Mais derrière, ce qu'il faut bien voir, et c'est ça que je voulais vous dire, moi c'est pour ça que je suis contre l'écriture inclusive, c'est pas parce que je suis contre le féminisme, mais c'est parce que derrière, il y a une machine de guerre qui a pour visée fondamentale de faire passer toute la littérature pour être machiste, c'est-à-dire pour être anti-femme. Parce que c'est ça le but de l'opération. Parce que quand nos enfants, si on passe à l'écriture inclusive, vont lire Balzac ou Stendhal ou Proust, si tant est qu'ils le lisent, ou Montaigne, eh bien ils diront comment ça se fait, c'est pas écrit en écriture inclusive, donc c'est des salauds. Voilà. Et derrière ce qu'il y a, si on voulait remonter à la philosophie contemporaine, derrière il y a la grande thèse de Foucault et de Barthes, les grands déconstructeurs pensée 68, et qui dit, Foucault, grand thème de Roland Barthes, la grammaire est fasciste. Pourquoi la grammaire est fasciste? C'est la phrase de Barthes, oui. De Roland Barthes. La grammaire est fasciste parce qu'elle est répressive, parce qu'elle est normative. Voilà. Et donc, notamment parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Par exemple. C'est une des questions de la grammaire française. Par exemple. Oui. De beaucoup de grammaire, mais bien sûr. Et donc, alors, on peut lutter évidemment pour l'égalité, on peut lutter contre le racisme, enfin, on est, j'espère tous d'accord là-dessus, et contre le sexisme. Mais toute la question est de savoir si on lutte grâce à l'universalisme républicain, ce que fait la France, ou au contraire, est-ce qu'on lutte par la discrimination positive? Et à la une récemment encore du Washington Post, qui est donc un des organes de la gauche américaine, eh bien la France était taxée de colorblind, ce qui veut dire en bon français aveugle aux couleurs. Aveugle à la diversité. Voilà, aveugle à la diversité, aveugle aux couleurs, parce que l'universalisme français, cette idée républicaine à la française, refuse de voir les couleurs et refuse de voir aussi la différence des sexes d'une certaine manière, puisque comme disait Simone de Beauvoir, et Madame Badinter le reprend, moi je suis d'accord avec elle, la femme est un homme comme les autres. Donc on a là un féminisme républicain universaliste, à quoi s'oppose viscéralement l'écriture inclusive. On dira aussi, peut-être, pour être très équilibré, que l'homme est une femme comme les autres, c'est une des questions. C'est ce que disait Madame Badinter. Oui, elle a écrit l'un et l'autre sexe. Exactement. Voilà. Exactement. Et moi j'ai beaucoup d'amitié pour elle, beaucoup de respect pour elle, et je suis sur la même ligne qu'elle d'une certaine manière. Mais ça c'est très intéressant. Je voudrais revenir juste au YEL, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'usage? Vous avez dit, le Robert veut consacrer l'usage, le Larousse veut maintenir la tradition. Donc c'est très intéressant. C'est un vrai débat, mais c'est pas absurde. Voilà, le débat de l'usage, le débat des générations aussi, parce qu'il est générationnel ce débat. Il est beaucoup plus naturel et simple dans certaines générations aujourd'hui que dans la nôtre, pour être franc. Voilà, on ne va pas l'utiliser spontanément, alors que dans certaines classes et dans une génération, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel pour un certain nombre d'élèves. Donc, est-ce qu'on doit faire l'impasse? Est-ce qu'on doit dire ça n'existe pas? Et est-ce qu'un dictionnaire ne doit pas donner l'explication de ce qui est utilisé, même si ça n'est pas majoritaire, même si ça n'est pas universel, justement? Sauf que là, ce que disait la collègue professeure des écoles tout à l'heure, c'est que le grand paradoxe, c'est que l'écriture inclusive est extraordinairement difficile. Et donc, on a déjà en gros 30 à 35% de nos enfants qui, à l'entrée en 6e, sont en très grande difficulté de lecture et d'écriture. Et donc, du point de vue de la facilité, concentrons-nous déjà sur la grammaire. Maintenant, sur l'usage, et là, je serais d'accord avec ce que j'entends derrière votre question, si je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on consacre certains usages. Par exemple, moi, je dis wokisme, ça ne me gêne pas du tout. J'emploie des mots, je dis un mail. Voilà. Je ne dis pas un courriel, je trouve ça ridicule. Je dis un mail, je dis wokisme, je dis woke, j'emploie un tas de mots. Moi, je m'intéresse énormément, par exemple, à l'intelligence artificielle, et donc j'emploie un tas de mots anglais qui me paraissent tout à fait légitimes parce qu'ils ont été inventés dans ce contexte. Donc ça ne me gêne pas du tout. Maintenant, ce qui me gêne, c'est qu'on consacre des fautes de français, parce qu'il y a des fautes de français qui sont contraires au génie de la langue, qui sont des vraies fautes, et
Par exemple, on ne dit pas un espèce, on dit une espèce, c'est pas un adjectif. On ne dit pas pareil que, on dit pareil à. On ne dit pas nous avons convenu, on dit nous sommes convenus, etc. Malgré que, voilà, on dit pas malgré que, on dit pas. Voilà. Et donc, je peux vous en faire une liste. Mais ça, c'est pas une faute, là j'entends, mais quand on dit, quand il y a Yel, c'est pas une question de faute d'orthographe, c'est la question de l'invention d'un nouveau mot qui derrière. Alors, on peut remettre en question cela. C'est un débat parce que ça va aussi sur un nouveau genre. C'est pour ça que et ça peut poser cette question. Bien sûr, c'est pour ça que ma critique ne portait pas, en ce qui concerne l'écriture inclusive ou le Yel, ma critique ne portait pas sur le fait qu'on consacrait une faute, ce qui n'est pas le cas. C'est ça, c'est pas une faute, c'est un nouveau mot. Je dis simplement que derrière, il y a une machine de guerre qui vise à faire passer toute la littérature française pour une saloperie, quoi, pour machiste et pour sexiste. Alors comment on intègre la féminité, les femmes on peut féminiser dans la langue et dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on a fait partout, par exemple pour les fonctions, pour les métiers, c'est ce qu'on a fait. On dit aujourd'hui couramment la ministre de je ne sais pas quoi, ou ce que vous voudrez. C'est une manière d'intégrer cette égalité dans la langue. Maintenant, c'est évidemment très difficile parce que la langue, c'est une sédimentation séculaire. Et donc, on ne peut pas bouger les langues comme ça. On peut pas réformer l'orthographe très facilement, sauf chariot et charrette. Il y a quelques exemples où on peut y aller un peu à la hache, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on risque, en touchant à la langue, de perdre la signification qui est derrière cette sédimentation séculaire de la grammaire en particulier. Il y a plein d'idées dans la grammaire. Par exemple, je vous donne juste un exemple. En français, on dit « si j'étais riche, je serais heureux ». C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'imparfait, la cause précède l'effet. Donc, imparfait futur. Le conditionnel ayant la structure du futur. Si j'étais riche, en allemand, on dit si je serais riche, je serais heureux. Parce que tout est au conditionnel. Mais derrière, par exemple, ces petites phrases, il y a des pensées extraordinairement puissantes et profondes qui sont sédimentées dans la langue. Donc il ne faut pas y toucher comme ça. Oui, mais enfin, on ne peut pas bouleverser ça comme ça. Non, mais d'accord. Et on ne peut pas dire que sous prétexte que Proust n'écrit pas en écriture inclusive, c'est un salaud de sexiste. Oui, mais ça mais c'est ce que les enfants vont apprendre. J'entends, et vous êtes. C'est ça le problème pour moi. C'est intéressant. Évidemment, le ministre de l'Éducation et le penseur peut dire ça, et c'est intéressant. Mais est-ce qu'il n'est pas important aussi que les mots nouveaux rentrent dans le vocabulaire, dans le dictionnaire, et que ce qui se passe dans certaines générations soit intégré. Comme à une époque, je dis le rock, comme à une époque les mouvements de mai 68, comme à une autre époque. Enfin bon. Mais tout dépend des mots, voilà. Exactement. C'est pour ça que je disais, moi j'emploie plein de mots que mon ami Jean-Marie Roire me reprocherait sûrement parce qu'il est contre tout usage de l'anglais. Moi, pas du tout, ça me gêne pas. Je préfère bien utiliser un mot anglais qui est venu de la technologie anglaise plutôt que de mal utiliser un mot français. Par exemple, tout le monde dit le Covid aujourd'hui, c'est absurde. C'est la Covid. Et il n'y a aucune manière de justifier le Covid. Parce que c'est un acronyme, c'est pas comme le cancer qui est un nom, c'est un acronyme. Et dans tous les acronymes, c'est comme si vous disiez la FBI ou le CIA. C'est absurde. Et donc, on doit dire la Covid, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est pas parce que tout le monde dit le Covid que je dirais le Covid, parce que c'est une faute de français. Mais c'est un vrai débat, encore une fois. Et derrière cette machine de guerre, il y a un vrai débat philosophique. Bien sûr. Il y a deux traditions féministes. Moi, je sais, on en a discuté souvent, Ruth, que vous êtes pour la parité. Moi, je suis plutôt côté Badinter, plutôt universaliste. Il y a eu des grands débats quand elle était sur mon plateau à l'époque. C'est deux philosophies derrière. Sur la parité. Mais c'est pas absurde. Bon. C'est deux philosophies fondamentales. Oui, mais bon, il y a moyen et moyen d'arriver à la représentation et à l'égalité des hommes et des femmes qui est fondamentale qu'elles soient représentées. Donc la parité était un moyen à un moment donné. Peut-être que l'écriture inclusive peut être discutée, mais la parité a été à un moment très importante et je ne regrette pas d'y avoir été favorable. Mais encore une fois, c'était pas pour critiquer, c'est pour dire que derrière, il y a des visions philosophiques de l'égalité qui sont très très opposées. Il y a vraiment une tradition d'un côté de la discrimination positive et de l'autre côté de l'universalisme républicain. C'est pas la même chose. Un mot, vous parliez de... Et Madame Badinter n'est pas de droite, c'est important. Un mot, parce que vous parliez de la Covid, justement. Oui. Ce soir, on voit que la 5e vague est là. Que le professeur Delfrécy, qui était chez David Pujadas il y a quelques instants, l'a reconnu, a dit la vaccination ne suffira pas. Oui. Elle est là, elle nous protège en grande partie, mais elle ne suffira pas. Oui. Qu'est-ce que le philosophe, qui est attentif aux libertés, mais qui est aussi attentif à la vie ensemble et à la survie de notre société, dit il faut qu'on passe à un pass vaccinal, il faut qu'on aille plus loin, il faudrait que le gouvernement aille plus loin.
si Emmanuel Macron, pour parler convenablement, notre président de la République, a une fort bonne idée dans cette affaire, c'est le pass. Je suis à fond pour, et au nom de la liberté. Donc je ne comprends absolument pas certains de mes collègues qui disent « Ah, c'est les libertés publiques qui sont... » Mais c'est le contraire. Rousseau avait donné la meilleure définition possible de la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Aujourd'hui, la loi qu'on se prescrit, on se la prescrit à travers un Parlement, à travers un gouvernement élu qui est légitime. On n'est pas en Corée du Nord, je veux dire, c'est absurde. Et donc ce pass sanitaire, il a été validé par toutes les instances démocratiques en France. Encore une fois, on est dans un pays les plus démocratiques au monde. Et c'est heureusement, la vraie liberté, c'est que les gens ne se contaminent pas les uns les autres. Donc vraiment, la meilleure idée qu'a eue Emmanuel Macron dans toute cette séquence sur la pandémie, c'est le pass sanitaire. Au nom de la liberté, je dis bien, surtout au nom de la liberté. Parce que quand ce soir, Jean-Luc Mélenchon sur TF1 20h a annoncé que s'il était élu, il abrogerait le pass sanitaire. Oui, démagogie. Marine Le Pen, je crois, dit la même chose. On a les extrêmes se rejoignent comme très souvent. Et donc, moi je suis absolument hostile à cette idée. Je pense que la meilleure chose qui a été faite, c'est ce pass sanitaire. Est-ce que vous seriez favorable à un pass vaccinal? C'est-à-dire que carrément, il faudrait être vacciné pour pouvoir entrer au restaurant? Je suis contre la vaccination obligatoire. Je le dis depuis le début. D'abord, je pense qu'il y aurait un grand risque constitutionnel. Je pense que ça risquerait d'être retoqué par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel. Donc, je conseillerais surtout pas ça à Emmanuel Macron. Et par ailleurs, je trouverais ça, alors pour le coup, liberticide. C'est décidé en Suède, par exemple, aujourd'hui. Oui, mais je trouve ça liberticide. Je trouve que si, par exemple, des vieilles personnes qui habitent, qui sortent juste faire leurs courses avec un masque, n'ont pas envie de se faire vacciner, ben, elles ont le droit. Et donc, en revanche, si vous allez dans un avion ou dans une boîte de nuit, moi j'y vais plus, ça fait un moment, mais quand mes filles vont dans une boîte de nuit, je suis très heureux qu'on contrôle le pass sanitaire à l'entrée parce que sinon on aurait des clusters toute la journée. Tiens, je viens d'employer un très mauvais mot. Voilà, c'est un foyer, on va dire d'infection. Un foyer de contamination. Le cluster, c'est même... vous savez, en musique ça se dit pourtant, mais bon, dans le vocabulaire musical le plus technique. Alors, la politique, ça vous passionne, vous vous êtes impliqué, vous avez été ministre d'une famille politique, vous la regardez évoluer. Ce soir, il y a David Lisnard qui a été élu président des maires de France. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui. Emmanuel Macron avait espéré peut-être qu'un concurrent soit élu. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que David Lisnard a fait un travail tout à fait remarquable à Cannes. Et en plus, il s'est engagé sur le plan culturel, ce qui est assez rare, y compris dans sa famille politique. Il s'est engagé aussi sur la question du civisme à Cannes. Et donc, je pense, moi je le connais un peu, c'est un ami, et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il se retrouve maire. Et puis, c'est pas une question droite-gauche. Vous savez, la politique locale, elle échappe quand même assez largement à cette folie des oppositions qui sont des oppositions forcées très souvent au niveau national. Est-ce que c'est un espoir pour cette famille républicaine qui se cherche pas mal pour les prochaines années? Et en tout cas, aujourd'hui, 150 000, quasiment 149 000 votants. Donc personne ne sait comment ils vont voter. Il n'y a pas d'analyse sur le sujet. Personne ne sait comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le 4 décembre, il n'y aura qu'un seul candidat. Là, ils ont quand même compris qu'il ne fallait pas se fâcher entre eux, comme la dernière fois entre Sarko, Fillon et Juppé. Donc, ils éviteront la catastrophe. Le ticket d'entrée grâce à Éric Zemmour est en gros à 18%, je parle du deuxième tour, et donc il n'est pas totalement inimaginable que, ce sera très serré, mais il n'est pas totalement inimaginable que la droite soit présente au deuxième tour. Vous avez regardé notre débat avec David Pujadas le premier, oui, je vous ai regardé, oui. Les candidats, les Républicains, ils en font d'autres après, ils en ont fait un autre, ils en referont d'autres. Mais comment vous observez cette famille politique? Vous trouvez qu'elle trouve sa voix, qu'elle est enfermée entre Éric Zemmour sur un certain nombre de thèmes et Emmanuel Macron sur la politique économique et sur le régalien par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Bien sûr. Pour être très honnête, parce que dans les chiffres, il faut quand même dire que c'est les deux. Donc, est-ce qu'elle a un espace? Est-ce qu'elle a une vraie place? Si elle a des idées, oui. Si elle n'a pas d'idées, non. Elle en a des idées ou pas? Pour l'instant, c'est pas visible parce que pour l'instant, la vérité, j'essaie de dire les choses le plus honnêtement, objectivement possible. La vérité, c'est que pour l'instant, tout le débat est absorbé par la boutique, si je veux dire, par le formel, c'est-à-dire par la procédure.
Et donc, on ne parle que de ça. Voilà. Et donc, je pense qu'une fois qu'il n'y aura qu'un seul candidat, moi, je pense qu'il y a des très grandes idées à droite. Moi, je pense que participation, intéressement, c'est une très grande idée. Je pense que les thèses de mon ami Christian Saint-Etienne sur l'Europe à 10 intégrée, ce qui est au fond les thèses de Giscard, d'ailleurs, harmonisation fiscale et sociale. De la part des Républicains. Ben oui, mais ce sont des grandes idées parce qu'on a absolument besoin d'une Europe à 10, intégrée, d'une Europe à 2 vitesses. Ça ne veut pas dire qu'on vire les pays de l'Est, mais on a besoin de créer une Europe à 2 vitesses et de créer une harmonisation fiscale et sociale. C'est complètement absurde que l'impôt sur les sociétés en Irlande soit 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. C'est pas jouable. Vous avez entendu Michel Barnier, c'est plutôt et les autres candidats, c'est plutôt pour sortir des règlements européens qui proposent. S'ils en sortent en créant un nouveau traité de Rome à 10 avec les vieux pays de l'Ouest, j'applaudis des deux mains, mais c'est pas ça que j'entends. Mais je pense aussi, troisième idée, que la France doit s'inscrire dans la 3e révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'IA et du numérique. Elle n'y est pas encore alors qu'on a des très grands talents. Et donc, c'est Emmanuel Macron avec le plan France 2030 qui met un peu le doigt sur ces questions-là. Vous posiez la question très bien tout à l'heure. Il y a une vraie homologie entre la droite et la gauche. Parce que là, vous prenez le Parti socialiste. Et moi, je regrette qu'il soit dans les choux. Je ne suis pas socialiste, mais je pense qu'on a besoin d'un Parti social-démocrate puissant. Ils sont quoi, à 5%? C'est pas fini complètement, ça. C'est pas fini, honnêtement. C'est pas fini, les deux partis comme ça. Juste ça. Regardez, le Parti socialiste, il est coincé entre Mélenchon et Macron. On est bien d'accord. La droite est coincée entre Zemmour et Le Pen. Il y a l'écologie, il y a les écologistes. À gauche, il y a encore d'autres familles. Les écologistes, c'est encore pire parce que c'est encore plus fracturé. Oui. La droite, vous disiez tout à l'heure, elle est coincée entre l'extrême droite, disons ou la droite extrême, si on veut être poli, et puis Macron. Moi, pratiquement tous mes copains de droite libérale vont voter Macron. Voilà. Et donc, et ceux qui ne sont pas de droite libérale et qui trouvent qu'il y a trop d'islamistes en France et que tout fout le camp, etc., et qui sont déclinologiques, qui vont voter Zemmour ou Le Pen. Et donc, oui, la gauche démocratique et la droite républicaine, elles sont coincées aujourd'hui dans un étau qui est une catastrophe. Est-ce qu'elles ne sont pas finies sous la forme actuelle? Est-ce qu'elles ont... C'est pas exactement ça, c'est que là... Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles formes à trouver? Et est-ce qu'en fait, on n'est pas dans le processus de décomposition? Ça ne veut pas dire que c'est Macron qui a raison sur tout, loin de là. Mais est-ce que, de fait, il n'a pas accompagné un mouvement de fond, de toute façon? Non, c'est pas... Pardon, si je peux me permettre, c'est pas comme ça du tout que je vois les choses. Je vois que ce qu'il y a derrière cette victoire du centrisme que Macron incarne avec Bayrou. Avec Bayrou, bien sûr. Donc, derrière... Et puis, bon, des sociodémocrates, un gros gauche, centre-droit, voilà, de Bruno Le Maire et Darmanin jusqu'à Yves Le Drian. Bon, c'est pas compliqué. Non, ce que je vois derrière, dans l'effondrement de la droite républicaine et de la gauche démocratique, parce qu'ils sont quand même vraiment dans les choux aujourd'hui, ou en tout cas surtout la gauche, mais quand même beaucoup aussi la droite, c'est en fait l'effondrement des deux grandes philosophies politiques qui ont animé la vie européenne depuis la Révolution française. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, il y avait communistes et socialistes, mais socialistes durs. Bon, et de l'autre côté, on avait des libéraux. Aujourd'hui en France, le communisme, je regardais les chiffres tout à l'heure, il est monté jusqu'à 28% dans certaines élections, dans les années 60. Aujourd'hui, il est à 2%. Quant à la droite libérale, il n'y a plus un libéral en France. Il y a quelques intellectuels qui essayent de défendre des idées libérales, mais pratiquement au niveau politique, la social-démocratie a gagné. C'est ça qu'incarne Macron. C'est ce centrisme social-démocrate. C'est pas ce qu'il y a de pire, mais citez-moi un grand philosophe centriste. Il n'y en a pas. Vous allez me dire Alain Poher. J'ai ri. Vous pouvez citer Marx, c'est génial. Oui. Moi, je ne suis pas marxiste, mais il est génial. Tocqueville et Constant sont géniaux. Alors, il n'y a pas un philosophe marxiste. Vous direz Raymond Aron n'est pas un... Non, c'est un libéral. C'est un libéral. C'est pas un centriste. Bien sûr. C'est un libéral, oui. Non, c'est un vrai libéral, vraiment intelligent. Voilà. Oui. Moi, j'avais beaucoup d'amitié pour lui. Je l'ai bien connu. C'était un type extraordinaire. Mais je le mets du côté des grands penseurs libéraux, comme même Guizot, si on veut, Tocqueville, Constant. Bon, de l'autre côté, Marx. Et puis il y a eu Jaurès. Il y a eu quand même des types extraordinaires. Parce que dans les références de Macron, il y a Saint-Simon, il y en a d'autres. Oui, mais Saint-Simon, bon, c'est moins. Allez, on va vendant, si j'ose dire. J'ai dit vendant. J'ai pas dit autre chose. D'accord. Un mot, parce que justement, sur le plan des idées. Qu'est-ce que fait Éric Zemmour? Quelle place il occupe? Qu'est-ce qu'il fait renaître et qu'est-ce qu'il fait revivre? C'est très simple. Alors, si je vois pas la difficulté, je pense que Éric Zemmour, il incarne avec un talent de polémiste et de débatteur, de bretteur, on pourrait dire. Voilà, plutôt que polémiste, c'est un bretteur. En fait, soyons pas insultants tout de suite. Il incarne très exactement l'histoire de nos lâchetés et des poussières qu'on a foutues sur le tapis depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il incarne les lâchetés de la République à l'égard des territoires perdus de la République. La mauvaise conscience.
Oui, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui le savent. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, qui sont dans des quartiers dans lesquels il y a du trafic de drogue, du trafic d'armes, etc., où ce ne sont pas les flics qui font les contrôles, mais où ce sont les dealers qui font les contrôles à l'entrée des immeubles ou des parkings des voitures. Et donc, ce que Zemmour incarne avec un talent de vigueur, de polémiste qu'on ne peut pas lui nier, il incarne, au fond, le contraire, au fond, la réaction, si je puis dire, d'extrême droite, quand même, contre ces lâchetés. Voilà. Parce que justement, d'extrême droite quand même, parce que il est audible et parce qu'il va très loin, parce qu'il dit... il est bien plus violent que Marine Le Pen, oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que Marine Le Pen est en difficulté. Une famille politique et une famille de pensée d'extrême droite qui a été florissante dans les années 30 et qui a un peu disparu depuis parce qu'elle était cachée. Plus compliqué que ça. Non, parce que c'est malgré tout Éric Zemmour est juif et donc c'est pas exactement la tradition de l'extrême droite traditionnelle française. Et donc il y a là quelque chose. Ça n'empêche pas qu'il peut. Ça n'empêche pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on essentialise ? Il n'y a pas de raison. Pas du tout non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut avoir des idées qui sont totalement liées et totalement déliées, justement, de ses origines et de son parcours ou de sa culture. On peut être juif et on peut être con, oui. Mais c'est pas incompatible. Et dire que les juifs sont intelligents est une formule antisémite. Je suis bien d'accord. C'est pas ça que je veux dire. La question, c'est qu'il porte des idées qui ça n'a rien à voir avec son origine. Si, ça peut avoir aussi. Ou sa culture. En tout cas, moi, je pense que ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est très difficile d'en parler. Mais je pense qu'un certain nombre de musulmans de France pensent que son hostilité au monde musulman vient de là. Et ça, c'est très grave. C'est très dangereux. Bien sûr. Ça, c'est très dangereux. Personne ne le dit, mais c'est très dangereux. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Il prend ce risque qui est immense. Et qui est très grave. C'est pour ça que mon ami Danil Cohn-Bendit ici dit voilà, moi ça me gêne beaucoup que ce soit un Éric Zemmour qui tienne ses positions d'extrême droite parce que c'est pas dans ma paroisse, si je puis dire. Voilà, et donc je pense qu'il y a là quelque chose qui chez lui est original d'ailleurs d'une certaine manière et qui est le symptôme, le symbole encore une fois de nos lâchetés et que il dévoile ça. Donc il est utile. Alors il est utile. D'une certaine manière, oui, parce qu'il fait... Moi, je partage absolument pas ses idées. Hein. J'appartiens vraiment à la social-démocrate. Enfin, je suis un gaulliste de gauche, voilà. Je suis un gaulliste social-démocrate, comme mon ami Jacques Julliard. Bon. Mais donc, Lui aussi, il parle de De Gaulle. Voilà. Et bien sûr, mais Jacques adorait De Gaulle, voilà. Mais non, je parle de Jacques Julliard, adorait le général De Gaulle, oui. Et moi aussi, je trouve que c'est le grand homme. Bon. Et donc, voilà, moi je partage à peu près aucune des idées d'Éric Zemmour. Mais en même temps, oui, je dirais qu'il a cette vertu d'oser dire les choses qu'on a cachées sous le tapis depuis 40 ans, parce qu'on n'a pas eu le courage d'assainir, si je puis dire, ces quartiers perdus de la République, ces territoires perdus de la République qui sont quand même... Le livre est paru quand vous étiez ministre de l'Éducation. Oui, les territoires perdus de la République, oui. C'est ça. Et j'ai toujours défendu ce livre qui était tout à fait remarquable. Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait la loi sur le voile, puisque c'est moi qui l'ai faite. Et donc, à la demande de Jacques Chirac, il faut dire. C'est d'ailleurs assez étonnant. C'est la seule conversation vraiment sérieuse que j'ai eue avec Jacques Chirac. Ça a duré 2 heures et on en a beaucoup parlé. Donc, c'est vraiment lui qui a eu cette idée de la loi sur le voile. Voilà. Il faut être honnête. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, et au fond, à peu près, c'est la seule chose qu'on ait faite dans l'histoire de l'école pour lutter contre l'islamisation de l'école. C'est vrai que c'est la seule chose qui a été faite en 20 ans. Il n'y a plus un voile dans les écoles. Oui. Et ça a vraiment marché. Et moi, j'ai expliqué dans le monde entier, si je puis dire, pourquoi on avait fait cette loi et que ce n'était pas du tout contre l'islam, mais que c'était simplement pour libérer les jeunes filles. Voilà, et c'était la vérité. Et c'était surtout pour que quand on rentre dans une classe, on ne voit pas, tiens, là, il y a les petits juifs, là, il y a les petits cathos, puis là, il y a les petits musulmans. Non, mais c'est scandaleux qu'on n'allait pas organiser les classes en communautés qui vont se battre entre elles. Non, mais attendez, il fallait absolument qu'on fasse cette loi. Et c'était une loi de libération des enfants. Voilà. Et moi, j'ai fait cette loi plus comme père de famille que comme ministre, à la limite. Mais vous dites finalement, donc, le miroir de nos lâchetés depuis 30 ans, et donc il serait utile en quelque sorte, mais comme il le fait avec beaucoup d'outrance lorsqu'il va devant le Bataclan, beaucoup de violence, et ça, c'est lorsqu'il va devant le Bataclan... Voilà. Non, puisqu'il dit sur les femmes est d'une connerie insondable. Bon, donc je suis désolé de le dire brutalement, mais c'est pas possible, quoi. Dire que la baisse du niveau intellectuel en Europe est liée à la féminisation, écoutez, franchement, il y a un moment où les bras m'en tombent des mains, comme on dit. Voilà. Donc là, il est vraiment dans l'excès. Comment on répond à tout ça ? Comment on répond ? Moi, c'est ce que je fais là d'une certaine manière. Je dis voilà, il a raison sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de points de diagnostic, mais sa violence, son agressivité, je dirais même parfois sa haine à l'égard des
des musulmans et des femmes est insupportable. Je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous me demandez de dire ce que je pense, je le dis, voilà. Et par ailleurs, à titre perso, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est plutôt, quand on se croise et qu'on se parle, on s'entend plutôt. À titre perso, le type est plutôt sympathique, c'est pas le problème. Mais ces idées, non, voilà. Sur les femmes et sur les musulmans, ça va pas. Et voyez cette idée, par exemple, que islamistes et musulmans, c'est la même chose. Alors, on peut toujours argumenter sur le plan théologique comme on veut, mais c'est la pire idée qu'on puisse se défendre dans l'espace public, parce que dans ce cas-là, vous agrégez tout le monde. Bien sûr. C'est un scandale. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui à la fois a ce côté positif de lever le voile, mais c'est le cas de le dire, mais en même temps le côté extrêmement négatif, c'est de rendre la France haineuse encore plus qu'elle ne l'est. Aujourd'hui, pour conclure, le paysage politique, on a parlé des Républicains, on a parlé d'Emmanuel Macron, il y a des deux côtés, Éric Zemmour et puis ceux qui sont les woke, dont on parlait au début de l'émission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans un paysage dans lequel on a ces deux pôles qui sont très... Ils sont forts au sens où ils ont beaucoup d'influence. Ils ne sont pas forts en nombre peut-être, mais en tout cas, ils ont une influence très importante. Je vais vous dire, Ruth, c'est le sujet qui m'intéresse le plus en ce moment. D'ailleurs, je fais ma prochaine chronique du Figaro là-dessus, parce qu'en vérité, on se demande, mais quelle est l'idéologie dominante aujourd'hui en France ? Alors, est-ce que c'est l'extrême droite, Le Pen, Zemmour, ou alors est-ce que c'est les woke, est-ce que c'est Madame Coffin et l'écriture inclusive ? La vérité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, c'est le face-à-face des deux. C'est ça que les gens ne voient pas. En fait, ces deux pôles se nourrissent avec des grands intellectuels comme mon camarade Alain Finkielkraut de d'un côté qui est un peu le pape du déclinisme, et puis de l'autre côté, des gens comme la dame qu'on a vue tout à l'heure, et puis tout ce néo-féminisme extrêmement agressif, c'est l'indigénisme, l'écologie décoloniale, etc. Et en fait, c'est pas l'un ou l'autre qui est l'idéologie dominante, c'est le face-à-face des deux, et l'un n'existerait pas sans l'autre. Ça sature le paysage politique, et pour conclure, intellectuel. C'est catastrophique. Français sur 10 disent qu'ils sont heureux. Vous avez vu ce sondage hier. 8 Français sur 10 sont heureux dans leur vie, dans leur pays, dans leur... Donc, et pourtant, on a deux discours très violents et très excluants. Quand on nous demande comment ça va, on répond tous un peu comme ça. On dit, écoutez, moi, à la maison, ça va très bien, mais dans leur pays, quelle catastrophe. Ça, on est comme ça. Le pays va très, très mal. Il faut voyager, il faut voir comment vont les autres pays. On n'est pas en Corée du Nord, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il faut voyager. En plus, contrairement à ce qu'on croit, le personnel politique est quand même de très grande qualité en France. Il faut quand même dire que, honnêtement, quel que soit le parti pris qu'on a ou le parti qu'on a pris, nos hommes et nos femmes politiques sont quand même, par rapport au reste du monde, de très grande qualité. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. Une histoire de la philosophie pour les nuls, c'est aux éditions First. Et puis tous les livres de Luc Ferry que vous retrouvez tous les dimanches soirs, évidemment, chez Amélie Carrel.